Allô, Bruxelles? 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 Et dans Allô Bruxelles, ce soir, c'est l'eurodéputée socialiste Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy que j'accueille. Bonsoir, merci d'être avec nous depuis Bonsoir. Bruxelles. Alors Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy, ma première question, c'est un petit peu ma question fil rouge. Je l'ai déjà posée hier à l'eurodéputé espagnol Enrique Calvé-Chambon. Dites-moi, vous en avez pensé quoi de ce discours de l'État de l'Union signé Jean-Claude Juncker ? Ah mais c'est comme tous les discours majeurs du président Juncker, ils sont toujours très bien faits et en plus il a su mettre la question de l'Europe sociale en priorité, la question d'investissement qui étaient des sujets pour lesquels nous, socialistes et démocrates, ce sont des priorités, celles sur lesquelles il faut vraiment avancer. Le problème, c'est le discours, très bien, mais après les actes. Et aujourd'hui, les Européens, ce sont les actes qu'ils attendent. Et là, on n'a aucune proposition claire de la Commission qui va dans le sens de ces discours. Donc, Monsieur Juncker, arrêtez de parler et agissez. Alors, agir, ok, on retient, ça va nous permettre justement de passer de suite à notre sujet suivant, la commission d'enquête qui a été constituée suite au scandale Dieselgate. Vous en faites partie, Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy. Ça fait quelque temps déjà que vous avez commencé à travailler. Aujourd'hui, on en est où dans cette commission d'enquête ? On a remis notre rapport intermédiaire dans lequel on donne surtout la méthodologie de la façon dont nous travaillons. C'est-à-dire que nous menons beaucoup d'auditions, des personnes qui sont à la fois des personnes techniciennes, c'est-à-dire qu'elles connaissent la situation de la pollution dans l'air au sein de l'Union européenne. Elle connaît les points extrêmement techniques liés aux motorisations et à tous les filtres anti-pollution qui existent sur le sujet. Et puis des auditions un peu plus politiques, notamment avec les différents commissaires qui ont été en charge de ces questions-là et qui devaient proposer à la fois les normes européennes, mais aussi s'assurer qu'elles soient bien appliquées. Donc je veux parler des commissaires et notamment ceux en charge de l'industrie et ceux en charge de l'environnement. Donc nous en sommes à la fin de cette première étape, qui est une étape très importante parce qu'on a une bonne vision de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Et nous allons maintenant passer à la seconde étape des auditions, à savoir l'audition des États membres. Voilà. D'accord. J'ai cru voir passer ce matin qu'il y avait une audition de l'autorité de protection de l'environnement des États-Unis. C'est bien ça? Ils se sont rendus Oui. devant votre commission ce matin? Ça s'est produit hier après-midi. Et c'était absolument passionnant parce que le système fédéral américain est d'une efficacité qui devrait être celle de l'Union européenne et dont on doit absolument s'inspirer. Les États-Unis ont mis en place une loi Clean Air Act, donc une loi sur l'air propre, avec un certain nombre de limitations d'émissions de polluants. Pour nous, c'est exactement la même chose, sauf que elle a donné pouvoir à cette agence fédérale américaine pour l'environnement de s'assurer de la bonne application de cette loi par les constructeurs automobiles et leur a aussi donné la compétence d'émettre des sanctions et de retirer les véhicules dès lors qu'un constructeur se trouve en infraction. Ça, c'est un outil extrêmement fort, c'est-à-dire faire une réglementation. C'est très bien, c'est très important, mais si après personne ne l'applique et on ne la contrôle pas, ça sert à rien. Donc cet élément-là de la chaîne, c'est un point sur lequel nous allons faire un constat très sévère au sein du rapport de la commission d'enquête d'une part, et sur lequel il faut absolument que nous fassions des propositions précises et concrètes pour faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible de cette efficacité américaine. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut l'expliquer à nos auditeurs, l'Europe n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'agence comme ça chargée un petit peu de contrôler tout ça. Hein. Malheureusement, non. Nous avons actuellement en débat, en même temps que la commission d'enquête, la retravaille, on fait la révision, je cherchais le mot français, du document sur les homologations des véhicules dans lequel on fixe les normes et on fixe les moyens de contrôle pour s'assurer que ces normes soient respectées. Dans cette proposition de révision de réglementation, j'ai déposé un certain nombre d'amendements pour demander à ce que l'agence ferroviaire européenne, dont nous avons déjà parlé ensemble plusieurs fois dans le cadre du 4e paquet ferroviaire, soit étendue dans ses compétences, pas simplement au domaine ferroviaire, mais au domaine terrestre dans sa grande globalité, et donc puisse être en charge de faire le contrôle de ces règles concernant les véhicules légers.
Vous pensez que cette commission, cette agence pourrait voir le jour en Europe d'ici? On peut avoir déjà une date en tête? Est-ce que vous pensez que ça va prendre du temps pour se mettre en place, ou est-ce qu'au contraire, l'Europe sur ces questions-là pourrait avancer assez rapidement? Je pense que si l'Europe prend la mesure du niveau de scandale dans lequel nous nous trouvons suite au Dieselgate, il serait bien qu'elle avance rapidement sur la question. Nous avons, comme je l'ai dit, cette agence qui existe déjà. Il faut simplement maintenant lui étendre ses prérogatives. Il ne s'agit pas de créer une agence dans sa globalité. Donc sur les aspects budgétaires, nous avons là des réponses à apporter. Et je crois qu'il serait dans l'intérêt de l'Union européenne de la mettre en place le plus rapidement possible. Alors, donnons un horizon à la fois optimiste et réaliste. Il faut peut-être attendre 5 ans, mais en tout cas, il va falloir l'acter. Nous avons pu déjà, dans le cadre du vote du rapport de Guillaume Balas contre le dumping social, parler de cette agence européenne des transports terrestres, et là, c'était dans le cadre des poids lourds. Donc, c'est simplement une autre des compétences que pourrait avoir cette agence. Vous pensez aujourd'hui, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, qu'il y a vraiment une transparence totale de la part des différents acteurs que vous recevez dans cette commission d'enquête? Il y a eu pas mal de commissaires, en tout cas d'anciens commissaires qui sont venus devant vous. On sait qu'ici et là, on a pu voir quelques propos un petit peu identiques. Est-ce que tout le monde n'a pas un petit peu formaté ses propos avant de venir devant cette commission d'enquête? Malheureusement, de la part des commissaires, oui, il y a eu un gros formatage puisqu'ils arrivaient avec un texte qui était écrit, qu'ils lisaient. En revanche, après, chaque personnalité ressortait et dans les réponses réponses à des questions un peu plus précises et pour lesquelles il n'avait pas de document écrit préparé, on a pu avoir quand même un certain nombre d'éléments. Mais c'est vrai qu'il est très compliqué d'avoir accès aux faits, tout simplement aux faits et à ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et en termes de transparence, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, en effet. Mais quand même, l'horizon s'éclaircit et on y voit un peu plus clair sur les responsabilités des uns et des autres et surtout comment nous pourrions améliorer demain la situation. Vous parliez à l'instant de transparence. C'est vrai que ces dernières semaines, et alors, depuis en plus les Bahamas Leaks avec Neelie Kroes, dont on a découvert qu'elle avait une société offshore qui n'apparaissait nulle part, on a l'impression qu'en termes de transparence, il y a encore un bon bout de chemin à faire en Europe. Il y a un bon bout de chemin à faire au niveau de la Commission européenne. Donc je ne sais pas si je ferai la généralité comme vous de transparence en Europe, mais en tout cas au sein de la Commission européenne, oui, il va falloir vraiment faire toute la transparence et être dans la clarté et surtout cesser avec ces conflits d'intérêts qui sont profondément choquants. Nous attendons vraiment de la part de la Commission Juncker aujourd'hui d'aller jusqu'au bout des affaires concernant à la fois Madame Kroes, mais auparavant aussi Monsieur Barroso avec son rapprochement de Goldman Sachs. Vous pensez que le Parlement européen aujourd'hui est moins atteint entre guillemets par cette notion de mur qu'on élève pour éviter que les informations ne circulent trop? Le Parlement serait un petit peu plus exemplaire que ne l'est la Commission? Au Parlement européen, regardez l'exemple de la commission d'enquête dont nous parlions juste auparavant. Toutes les auditions sont retransmises en direct sur le site du Parlement européen. Tous les documents du Parlement européen, amendements, résolutions, etc., sont accessibles sur le site Internet. On essaie vraiment, et je crois que c'est très important pour donner de l'information et la plus claire et transparente possible aux citoyens européens, d'être accessible et de rendre compte de ce que nous faisons. Nous devons faire une déclaration d'intérêt dans le cadre des lois transparence. Chaque député européen a une obligation de transparence de ses revenus avant d'entrer au Parlement européen et en sortant du Parlement européen. Nous pouvons être à tout moment contrôlés sur la façon dont nos indemnités de frais généraux sont utilisées pour que ce soit bien dans le cadre de nos frais généraux. Donc je crois que de ce point de vue-là, et chaque année, on fait des nouvelles propositions pour aller toujours plus loin dans la transparence. Donc oui, je crois qu'au niveau du Parlement, on a pris une méthode et une exigence de transparence et de clarté qu'il serait bien que la Commission s'applique à elle-même.
Très bien, je change de sujet si vous le voulez bien. Aujourd'hui, les Alstom allaient à Paris pour manifester. L'ensemble des salariés du groupe étaient invités à aller manifester. Vous comprenez aujourd'hui leur désarroi et surtout, est-ce que cette restructuration d'Alstom ne vient pas d'une certaine façon aussi impacter à une certaine mesure les travaux qui sont menés aujourd'hui, notamment au niveau du rail, vu qu'on sait que le Parlement et l'Europe, d'une manière générale, agit actuellement sur ces questions ferroviaires, hein? Alors tout à fait, quand nous avons travaillé sur le 4e paquet ferroviaire, que ce soit le volet technique ou le volet politique, nous avions évidemment aussi à l'esprit la situation des industries ferroviaires européennes. Et aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On se rend compte on a fait un certain nombre d'ouvertures à la concurrence, et ça a été l'objet de débats politiques très très forts au sein du Parlement européen, mais on n'a pas suffisamment mis les garde-fous de protection de notre industrie européenne vis-à-vis de la concurrence externe à l'Union européenne. Et l'affaire Alstom aujourd'hui n'est pas simplement une affaire française, c'est vraiment une affaire européenne sur laquelle nous devons avancer. Il y a eu une résolution qui a été votée au mois de juin de cette année pour mettre en place un système de marché commun de cette industrie du ferroviaire. Et nous allons, la semaine prochaine, suite au débat que nous avions eu à Strasbourg la semaine dernière, faire une proposition de résolution pour aller plus concrètement dans la façon dont nous pouvons soutenir l'Union européenne, son industrie du ferroviaire, pas l'industrie française, pas l'industrie belge, mais l'industrie européenne. Et pourquoi pas avancer vers un Airbus du ferroviaire qui pourrait être une des solutions pour être vraiment compétitif à l'échelle mondiale. Ça nous permettait surtout d'éviter éventuellement d'avoir des problématiques de concurrence au sein même de l'Union européenne, parce qu'effectivement aujourd'hui avec Airbus, la problématique ne se pose pas en ces termes, loin de là. C'est ça, absolument. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Vous pensez qu'aujourd'hui, concrètement, les différents acteurs pourraient être prêts à faire un pas chacun vers l'autre et travailler ensemble? Parce que bon, Airbus ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu Concorde auparavant qui a essuyé beaucoup de plâtre. Vous pensez que différents acteurs européens seraient prêts au fond à aller de l'avant ensemble? Je pense qu'avec la concurrence féroce que nous avons de la part notamment des industriels extra-communautaires dans ce secteur-là particulièrement, et je pense en particulier aux produits chinois, il est très important de trouver ces convergences. Et il y a beaucoup en ce moment de réunions, de tables rondes organisées dans le secteur ferroviaire sur lesquelles il y a cette convergence et cette recherche de travailler ensemble de la part de partenaires européens, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient polonais. Voilà, il faut trouver les modes de convergence et montrer que notre industrie européenne est forte, mais elle est forte quand elle s'allie et pas quand elle se fait une concurrence interne qui malheureusement est nuisible à la fois pour ces entreprises, mais surtout et d'abord pour ses salariés. Très bien, merci beaucoup Christine Revaudalon-Bonnefoy de nous avoir accompagnés ce soir, puis bon courage pour votre travail à Bruxelles. Le prochain dossier qui va s'ouvrir dans les heures qui viennent pour vous, ça sera lequel ? Ça va être la stratégie dans le domaine de l'aviation et puis nous allons ensuite discuter en groupe justement de cette résolution concernant la défense de l'industrie en Union européenne. Voilà mon ordre du jour pour le reste de la journée. Merci beaucoup Christine Revaudalon-Bonnefoy et à très bientôt.